a pas encore d'accord entre la RDC et le Rwanda. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères lors d'un point de presse qu'elle a animé aux côtés de son homologue libérienne. Vous le suivrez dans cette édition. À la une également, l'international congolais Chancel Mbemba a repris l'entraînement après sa suspension avec son club de Marseille, mais il ne jouera aucun match selon la déclaration de son entraîneur Roberto De Zerbi. Les détails également dans cette édition. Et à l'international, grâce à l'augmentation du prix de l'or en 2024, le Burkina Faso est bien placé pour en profiter car ses exportations s'élèvent à 77%. Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé. Je l'ai dit en titre, il n'y a pas encore d'accord entre le Rwanda et la RDC, a précisé la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a profité d'un point de presse avec la ministre libérienne des Affaires étrangères à la sortie d'une audience avec le président de la République pour faire le point sur les négociations entre la RDC et le Rwanda dans la capitale angolaise, Luanda. Dans mon mat pour les commentaires. Accompagné de Thérèse Kayikwamba, ministre aux Affaires étrangères de la RDC, l'émissaire libérienne a transmis un message personnel du président libérien Joseph Boakai, exprimant son souhait de rencontrer prochainement son homologue congolais. Elle a également souligné les désirs profonds du Libéria de renforcer sa collaboration avec la RDC. À l'issue de cette rencontre, un point de presse a été tenu permettant aux deux chefs de diplomatie de répondre aux questions des journalistes. C'était l'occasion pour la ministre congolaise d'éclaircir la situation concernant le processus de Luanda, affirmant qu'aucun accord n'a été encore signé. Ce processus, bien que délicat, est mené de manière satisfaisante, notamment grâce à la détermination de la RDC à défendre son intégrité territoriale, un impératif du droit international. Forte d'une histoire commune, culturelle et ethnique, ainsi que d'une similarité politique marquée par des crises sécuritaires, la RDC et le Libéria s'engagent à servir leur peuple tout en donnant une voix à l'Afrique dans les grandes instances internationales. Cette ambition repose sur des positions géopolitiques solides et des ressources stratégiques significatives. Pour renforcer cette coopération bilatérale, une équipe d'experts est attendue au début du mois de décembre, chargée d'aménager les cadres pour la mise en place, dans le cadre d'un protocole d'accord, d'une task force RDC-Libéria. Dès le premier trimestre de 2025, la ministre d'État Thérèse Kayikwamba s'est montrée enthousiaste quant à cette collaboration qui s'inscrit dans une volonté de capitaliser sur la coopération sud-sud. Cette visite et l'engagement des deux pays reflètent une vision ambitieuse, consciente de leur potentiel et de leur capacité à contribuer au développement du continent à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur le même sujet, lors du forum Rebranding Africa à Bruxelles, où elle représente le président de la République, la première ministre Judith Suminwa a évoqué la position de son gouvernement concernant le retour de la paix dans l'Est de la RDC. En parlant du processus de Luanda, la chef du gouvernement a souligné que le Rwanda vient pour la première fois d'accepter de présenter un plan pour le retrait de plus de 4000 de ses militaires déployés en République démocratique du Congo. Cela représente, selon la première ministre, une avancée significative pour la résolution du conflit entre les deux pays. Suivez. Nous avons aujourd'hui une stratégie de dire nous montons en puissance notre armée pour défendre notre pays. Nous sommes aussi dans un processus diplomatique parce que nous voulons la paix. Et il y a des accords de Luanda aujourd'hui qui sont en cours. Enfin, pour la première fois, le Rwanda vient d'accepter de donner un plan de retrait pour plus de 4000 militaires rwandais sur le sol congolais. Donc, même si nous, on l'a dit, on nous dit que nous devons nous donner un plan pour le désengagement des miliciens FDLR, on l'a dit, bon, c'est quelque chose que nous avons fait depuis des années et que nous continuons à faire, mais enfin, aujourd'hui, on met le doigt sur la problématique. Il y a des soldats rwandais en RDC, ce n'est pas moi qui le dis, il y a des rapports certifiés par les Nations Unies. Et donc, à partir du moment où c'est le voisin qui vient agresser, c'est à lui de se retirer de chez nous.
En lien avec ce retour à la paix, la vie reprend son cours normal en territoire d'Irumu en général et en chefferie des Andizoma en particulier, à résultat de la paix imposée par l'administration militaire de l'Ituri, chapeautée par le lieutenant Luboyaka Chamadjoni, un constat fait par une équipe de la presse locale qui s'est rendue sur le terrain, comme les témoignent ces images que je vous propose de suivre. Puis l'instauration de l'état de siège dans cette province, la vie a repris à Nyakoundé Centre et ses environs. Dans cet hôpital, le plus connu grâce à ses exploits ayant sauvé nombreuses vies humaines, le médecin directeur donne la situation générale. En tout cas, nous pouvons vous garantir que les activités au sein de l'hôpital de Nyakoundé évoluent très bien. Après ces hostilités que nous avons connues en 2021, vraiment, nous recevons beaucoup de malades, surtout des malades hors zone. En dehors de cet hôpital, les femmes, enfants et vieux exercent tranquillement leur commerce. Selon eux, sans l'état de siège, cela ne serait pas possible. Nous sommes très contentes. Pourquoi? Parce que nous habitons bien. Et nous dormons bien, nous mangeons aussi bien. Nous avons besoin de quelque chose à nous soutenir. Isaac Lebissabou, un élu de la zone retrouvé en territoire d'Irumu et de l'école de ceux qui pensent que minimiser les efforts du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, est simplement ridicule. Irumu, avant l'état de siège, les gens disaient qu'Irumu est disparu sur la carte de la République. Mais aujourd'hui, nous avons vu Irumu respirer l'air de la paix et l'air du développement. Nous remercions les gouverneurs de la province, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni. Luc Malembe, un opérateur politique de l'Ituri, s'est réjoui de voir les femmes, hommes et enfants du territoire d'Irumu retrouver leur sourire et donner des témoignages vivants. Personne n'est d'accord que nous devons rester dans cette situation exceptionnelle. Mais écoutez, le contexte dans lequel nous sommes maintenant, l'état de siège semble pour l'Ituri le moindre mal. Il y a des gens qui disent qu'il faut lever immédiatement l'état de siège. Ok, supposons qu'on lève l'état de siège aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met? On jette la province dans le chaos? Depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, plusieurs défis ont été relevés sur les plans sécuritaires, socio-économiques et même sur les plans du développement. Un sujet qui touche à la justice, le ministre d'État chargé de la justice, Constant Moutamba, a annoncé la tenue prochaine des États généraux pour la justice en RDC. Et pour ce faire, nous recevons Maître Moïse Pika, qui est proche du dossier, pour nous expliquer où en sommes-nous avec cet événement de ces secteurs visant à guérir la justice congolaise de sa maladie. Il est là sur ce plateau. Bonsoir, Maître Moïse Pika. Bonsoir, Madame Damani. Alors, je l'ai dit au tout début, où en sommes-nous avec cet événement des États généraux de la justice? Merci beaucoup pour la question. Je pense que les travaux avancent, les travaux évoluent, parce que jusque-là, nous sommes au niveau de la commission qui est en train de préparer certainement ces États généraux. De la justice seront bientôt organisés, j'espère le mois prochain. Mais sinon, déjà, les préparatifs évoluent très bien. Oui. Tout à l'heure, là, aujourd'hui, nous avons eu une communication, une réunion avec le ministre de la Justice et garde des Sceaux, parce que je suis membre de la commission préparatoire de ces États généraux. Donc, ça aura bel et bien lieu. Ok, ça aura bel et bien lieu, mais en quoi ces États généraux seront-ils différents de ceux organisés en 2015, notamment à l'époque d'Alexis Tambwe Mwamba lorsqu'il était ministre de la Justice? Et pouvez-vous évoquer quelques raisons de la tenue de ces États généraux? Merci beaucoup, madame. Déjà, lorsque le président Tshisekedi a pris le pouvoir pour son premier mandat, il a fait certains constats amers. Jusqu'à évoluer à dire que notre justice était malade. Alors, les États généraux qui seront organisés en 2024 ici n'ont pas pour objectif de mettre en cause les conclusions et les propositions qui ont été faites en 2015. Plutôt, ils auront pour objectif principal d'abord d'évaluer les degrés de mise en application des conclusions et des propositions qui ont été faites en 2015. Et voir comment est-ce qu'ajouter, n'est-ce pas, certaines propositions et conclusions pour
perfectionner notre appareil judiciaire. Et ça, c'est un. De deux, parce que la thématique centrale, c'est que pourquoi notre justice est-elle malade et quelle thérapie qu'il faut pour la guérir. Oui, la guérir. Vous voyez? Alors, lorsque nous allons passer aux États généraux de 2024, avec les conclusions et les propositions qui ont été faites en 2015, nous allons d'abord évaluer les degrés d'applicabilité ou d'application des conclusions et propositions de 2015, aussi voir comment ajouter aux côtés de ces conclusions et propositions de 2015 d'autres conclusions et d'autres propositions pour, n'est-ce pas, améliorer la qualité de l'appareil judiciaire de notre justice. Mais maître, comment vont-ils s'assurer que cela sera mis en exécution et respecté? Parce que nous savons que la mise en pratique des lois dans notre pays pose souvent problème. Comment allez-vous vous assurer que cela sera respecté et réellement mis en exécution? Ici, par rapport à l'organisation, merci pour la question, parce que c'est ça au moins la question fondamentale. Ouais. En 2015, les propositions et les conclusions ont été prises. Mais en 2024 ici, nous avons un système. Nous allons travailler sous forme de sous-commissions. Nous avons presque 8 à 9 sous-commissions. La sous-commission qui va travailler à la fin, c'est celle qui sera la sous-commission chargée des suivis, des conclusions et des propositions qui seront faites. Parce que chaque sous-commission a, n'est-ce pas, un travail. Sa mission. Il y a la sous-commission de communication et presse, moi qui est devant vous, je suis membre de cette sous-commission de la communication et presse. Il y a plusieurs sous-commissions dans lesquelles chaque sous-commission est en train de travailler. Alors, il y a une sous-commission de suivi qui est créée ou qui sera créée au fur et à mesure que les choses vont évoluer pour, n'est-ce pas, qu'après les états généraux, après l'organisation, c'est cette sous-commission-là qui fera ce travail-là. De suivre les conclusions et les propositions qui seront faites. Donc, je voulais déjà annoncer que, sauf changement de date, les États généraux vont commencer le 6 novembre. Le 6 novembre. Okay. La séance d'ouverture sera lancée par le chef de l'État lui-même, au niveau, sauf aussi changement des lieux, au niveau des centres financiers de Kinshasa, et puis la séance de la clôture aura lieu au niveau du palais du peuple, j'espère, par le chef de l'État lui-même. Donc déjà le 6 novembre, la séance d'ouverture sera lancée par le chef de l'État. Donc sauf changement de date, déjà le 6 novembre ici, les choses vont prendre l'envol. Voilà, on retient la date du 6 novembre, la date prévue pour la prochaine tenue des États généraux pour la justice en RDC. Merci à vous, Maître Moïse Pika. C'est moi qui vous remercie pour cet honneur que vous m'avez fait d'être devant vos téléspectateurs pour expliquer les choses. Merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez juste après la tenue je serai disponible à tout moment que vous allez m'inviter pour expliquer et mettre au clair les choses pour que vos téléspectateurs soient au courant de tout au fur et à mesure que les choses sont en train d'évoluer. Mais j'espère que les États généraux sont vraiment très importants, très capitaux, parce que c'est avec les États généraux que nous allons identifier la maladie, la vraie maladie qui est en train de frapper notre justice et quels médicaments, quelle thérapie il faut pour guérir notre justice. Voilà, merci à vous, Maître. Continuons avec l'actualité en parlant économie dans ce journal. Engagé avec détermination à promouvoir l'émergence d'une véritable classe moyenne congolaise, conformément à la vision du président Félix Tshisekedi et en collaboration avec le ministère de tutelle, le directeur général de l'autorité de régulation du marché de sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katam-Kachal, a procédé le jeudi 17 octobre au paiement des 30% des arriérés des allocations en attente depuis 2020 envers 3 établissements publics partenaires, à savoir le FOGEC, l'ANADEC et l'APOSEM. Cette initiative de la part du DG de l'ARSP témoigne de sa volonté résolue de traiter les problèmes structurels, y compris les dettes au sein de l'établissement des années avant sa prise des fonctions. Venons aujourd'hui non seulement de signer le protocole d'accord du compte séquestre qui sera mis en place dès aujourd'hui,
mais aussi vous avez vu que l'ARSP venait de s'acquitter de 30% des dettes envers les structures de 2020 à 2024 et nous espérons que nous allons tout faire pour pouvoir apurer. Mais ce qui est plus important, c'est qu'ensemble, nous regardons dans la direction du président de la République, chef de l'État. Et vous avez vu que le ministre a coordonné ces assises jusqu'à ce que nous avons abouti aujourd'hui au bon résultat. L'objectif est de travailler ensemble parce que nous sommes des sociétés sœurs afin de pouvoir matérialiser la vision du président de la République qui est celle de pouvoir développer l'entrepreneuriat et rendre efficace les systèmes entrepreneuriaux dans notre pays. L'ARSP, le FOGEC, l'ANADEC, la PROSEM, c'est tout un corps du système entrepreneurial sous la coordination du ministère des tutelles. Donc nous sommes déterminés à pouvoir matérialiser la vision du chef de l'État dans notre pays. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise. Et dans un tout autre registre, la ménopause est une étape inévitable dans la vie de la femme. Le 18 octobre marque la journée mondiale de la ménopause, une occasion de sensibiliser sur cette phase physiologique souvent mal vécue. Alors, quels sont les signes et les effets de la ménopause? La réponse dans cet élément. Le monde entier célèbre chaque 18 octobre la journée mondiale de la ménopause. Cette journée est une occasion dédiée à la sensibilisation et à l'éducation autour de cette étape délicate de la vie de la femme. Mais quels sont les signes marquant la période de ménopause chez la femme? Le gynécologue Trésor Mbouyi explique. Pour la plupart des femmes, la ménopause est marquée par la fin des cycles menstruels mensuels, également appelés menstruation ou règles, en raison de l'arrêt de la fonction folliculaire ovarienne. Et cela signifie que les ovaires cessent de libérer les ovules en vue de la fécondation. Donc en gros, il faut retenir que la ménopause correspond à l'arrêt définitif de règles, de l'ovulation ainsi que de la fécondité chez la femme, qui peut durer 2 à 4 ans chez la femme. Et cette période est caractérisée par des symptômes. Dans la période pré-ménopause, on a des bouffées de chaleur, tout comme pendant la ménopause, on a aussi des bouffées de chaleur. Les femmes, parfois, ils ont une sensation d'épuisement. Il y a la prise de poids. La ménopause se manifeste généralement entre 45 et 55 ans et est souvent mal vécue par les femmes. Les spécialistes recommandent dans certains cas des psychothérapies pour les aider à l'accepter. Mais il faut retenir que l'âge auquel la ménopause naturelle survient se situe généralement entre 45 et 55 ans. Pour les femmes du monde entier en général, le facteur psychologique qui intervient, tu vois une femme qui voyait ses règles et à un moment ça s'arrête. Parfois ils ont tendance à penser qu'ils sont en train de perdre leur féminité. Raison pour laquelle parfois même, comme vous avez dit, des recommandations de le traitement, parfois chez certaines, il faut faire quand même une psychothérapie pour le faire comprendre que ce qui leur arrive, c'est naturel. C'est une période de la vie chez la femme et normalement, ils doivent l'accepter. La ménopause n'est pas une maladie, mais une étape physiologique qui impacte la santé de la femme. L'édition 2024 met l'accent sur la thérapie hormonale de la ménopause. À présent, tournons-nous vers le monde des médias. Le nouveau comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, a récemment élu lors du 10e congrès de la Renaissance le 19 septembre au Centre catholique Nganda, a été accueilli le 17 octobre par Dieudonné Kamuleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Lors de cette rencontre, ils ont présenté l'équipe dirigée par Baudouin Kamanda ou Kamanda Mazembe, discuter de l'importance de la formation continue des journalistes pour un traitement précis des questions judiciaires et envisager les synergies à établir entre la Cour constitutionnelle, les diverses juridictions et l'UNPC. Pour plus de détails, suivez les déclarations de Jaspi Wemboulou, secrétaire général de l'UNPC, après cet entretien.
On a été avec le président de la Cour constitutionnelle, on a évoqué plusieurs points, notamment on a commencé par la présentation de la nouvelle équipe qui avait été nouvellement élue le 19 septembre ici au dernier congrès. Et au-delà de cela, nous avons évoqué un certain nombre d'éléments sur l'actualité d'abord. Et on a évoqué également la formation continue des journalistes pendant cette période parce que dans une certaine mesure, il faudrait que nous arrivions à avoir des journalistes qui traitent les questions judiciaires avec plus d'efficacité et plus de précision possible, d'autant plus que les questions judiciaires sont des questions plus délicates et il faut les traiter avec plus de précision. La première réponse est que tout ne se fait pas seulement avec des moyens, entre guillemets. J'imagine que quand vous parlez de moyens, vous parlez des finances. Et tout ne se fait pas seulement avec les finances. Déjà là, on a échangé sur la mise en place d'une passerelle entre l'Union nationale de la presse du Congo et la Cour constitutionnelle, ce qui ferait que nous aurons des formations continues. Les deux partenaires mettront des moyens en place afin de pouvoir rendre effectifs ces partenariats. D'abord, la première des choses, nous devons reconnaître que la Cour constitutionnelle et assure la présidence de la Cour du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui voudrait dire que le président de la Cour constitutionnelle pourrait nous orienter afin que ces formations puissent avoir des séquences bien précises, notamment par exemple au niveau de l'instance d'autorégulation qui est l'Union nationale de la presse du Congo, nous avons un tribunal de pairs et ces tribunaux de pairs devraient avoir des formations, des mises à niveau. Et seul le président de la Cour constitutionnelle pourrait nous orienter avec quelle chambre de Conseil supérieur de la magistrature on pourrait dispenser ces formations-là. Et si nous regardons l'ordonnance loi 023/009 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, en la section 3, article 3 et le point 11, on définit bien qui est journaliste professionnel. Et de par cette définition, c'est ces éléments ou ces confrères-là qui font partie de l'Union nationale de la presse du Congo et ils savent qu'ils sont sélectionnés. Et ceux d'autres qui sont publicateurs des contenus seront traités par la loi sur le numérique. Par ailleurs, dans le sport, malgré son retour à l'entraînement de l'Olympique de Marseille ce jeudi, Chancel Mbemba ne jouera aucun match en club. Son entraîneur Roberto De Zerbi a confirmé ce vendredi en conférence de presse d'avant-match contre Montpellier que la situation de Chancel Mbemba n'a pas changé. Ainsi, le capitaine congolais est libre de s'entraîner comme il le souhaite, mais il ne jouera pas sous les couleurs de l'OM. Rachel Missenga vous en dit plus. Les défenseurs congolais Chancel Mbemba a réintégré le groupe professionnel de l'Olympique de Marseille ce jeudi 17 octobre. Écarté à 2 reprises par le club durant l'été, Mbemba avait été mis à l'écart du groupe par l'entraîneur Roberto De Zerbi. Cependant, la commission juridique de la Ligue de football professionnel, saisie par le joueur, a rendu son verdict en faveur de Mbemba, donnant tort au club olympien. Réunie pour examiner le dossier disciplinaire concernant les joueurs, la commission a statué en faveur de Chancel Mbemba. Initialement sanctionné par une retenue de salaire de 14 jours suite à un accrochage avec Ali Zarak, la commission a contraint l'OM à réduire cette sanction à 6 jours, conformément à un barème établi par le club pour ce type d'infraction, comme le précise la province. Le cas du capitaine des Léopards devrait être résolu dès son retour des sélections. Ce jeudi, l'OM a publié une vidéo de la séance d'entraînement où Chancel Mbemba apparaît, confirmant ainsi son retour avec le groupe. Le litige n'est donc pas complètement résolu, mais footmercato.net indique que la rupture des contrats semble inenvisageable avec l'OM qui devrait aller au bout de la saison actuelle jusqu'à la fin de son contrat en juin prochain. Cependant, Chancel Mbemba ne devrait pas jouer avec Marseille. L'OM continue de s'opposer à son joueur sur le plan médical, ne les considérant pas prêts à jouer en raison de problèmes au genou gauche. En fin de saison dernière, les staffs médicaux avaient recommandé une opération que Mbemba refuse, se basant sur sa performance lors de 2 rencontres internationales d'octobre qu'il a disputées dans leur intégralité. Toujours en foot féminin et africain, cette fois-ci, le tirage au sort de la Ligue des champions féminines de la CAF a eu lieu ce vendredi 18 octobre 2024. Le FC TP Mazembe est placé dans le groupe A aux côtés de l'AS FAR du Maroc, des Aigles de la Médina du Sénégal et de l'University of Western Cape de l'Afrique du Sud. Cette compétition se déroulera au Maroc du 9 au 23 novembre 2024, comme l'indique Rachel Missenga.
Le FCF TP Mazembe a été tiré dans le groupe A pour sa prochaine participation à la Ligue des champions féminines au Maroc en 2024. C'est vendredi 18 octobre 2024 au Caire, les Corbeaux découvrent le contour de leur aventure africaine avec pour challenger l'Asfar, les Aigles de la Médina du Sénégal et l'Université of Western Cup d'Afrique du Sud. Un habitué accompagné de deux nouveaux venus, le noir et blanc, ont l'opportunité de laver l'affront d'une précédente désillusion. Les championnes de la République démocratique du Congo et de l'Union de fédérations de football d'Afrique centrale sont plus que prêtes à marquer l'histoire lors de cette Ligue de champions féminine de la CAF 2024. Après une première participation prometteuse en 2022, bien que soldée par une élimination au premier tour, les Corbeaux comptent cette fois-ci franchir une étape importante. Fort de la maturité acquise au fil du temps, se retrouvant dans un groupe A visiblement à leur portée malgré la présence de l'Asfar, haute et ancienne championne de 2022, Lamia Bouemedi et ses joueuses devront se battre pour atteindre la dernière ligne droite. La compétition, qui se déroulera du 9 au 23 novembre 2024 au Maroc, rassemblera 8 équipes qui rivaliseront pour succéder au Mamelodi Sundowns Ladi, double championne en titre de 2021 et 2023. Cette quatrième édition marque une nouvelle ère du football féminin africain avec la participation pour la première fois des Aigles de la Médina du Sénégal, de l'Université of Western Cup de l'Afrique du Sud, ainsi que de la Tutankhamun de l'Égypte, CBE de l'Éthiopie et Edo Queen du Nigeria. Mazembe débutera sa campagne le 9 novembre contre l'Université of Western Cup, suivi d'un duel au sommet du groupe contre l'Asfar le 12 novembre, avant de conclure face aux Aigles de la Médina le 15 novembre. Les demi-finales auront lieu le 19 novembre, suivi de la finale le 23 novembre prochain. Madame, Messieurs, nous poursuivons avec l'actualité, cette fois-ci à l'international. Le prix de l'or a augmenté de 30% depuis le début de l'année. L'un des pays ouest-africains qui peut en profiter est le Burkina Faso, où le métal jaune représente 77% des exportations, 16% du PIB et 22% des recettes publiques d'après la Banque mondiale. Suivez. Les revenus des Canadiens Horizon Gold ont augmenté de 23% en glissement annuel au troisième trimestre 2024, malgré une baisse de la production et des ventes. La compagnie présente à la mine d'or Bombéré au Burkina Faso profite ainsi de la hausse du cours de l'or, puisque le prix moyen réalisé pour ces ventes a atteint à 2473 $ l'once contre 1910 $ l'once un an plus tôt. Dans les détails, Horizon a généré un chiffre d'affaires de 68,5 millions de dollars grâce à la vente de 27 698 onces au troisième trimestre 2024. Sur la période correspondante en 2023, les revenus de la compagnie ont atteint 55,7 millions de dollars provenant de la vente de 29 167 000 onces. Alors que la compagnie a enregistré une baisse de 13,5% en glissement annuel de la production, l'impact de cette chute a donc été compensé par la hausse des prix de l'or. Il faut souligner que la hausse des revenus des producteurs d'or est potentiellement ce que l'État tire de l'exploitation du métal jaune dépendra en partie de l'évolution de la production d'or. Depuis 2022, la production d'or est en effet en baisse au Burkina Faso, notamment à cause de la menace terroriste. Le pays a produit 57,3 tonnes en 2023 contre 66,8 tonnes en 2021. Selon la Banque mondiale, l'insécurité perturbe l'exploitation industrielle de l'or, qui représente 77% des exportations, 16% du produit international brut et 22% des recettes publiques au Burkina Faso.
De plus, la Banque islamique de développement BID a approuvé un financement de 60,30 millions de dollars pour le Togo en vue de soutenir des activités génératrices des revenus et de renforcer la productivité agricole. Au total, près d'1,2 milliard de dollars a été annoncé pour les pays africains par l'institution financière basée à Jeddah en Arabie Saoudite. La Banque islamique de développement a récemment approuvé un financement de 60,30 millions de dollars pour le Togo dans le cadre d'une initiative visant à améliorer la qualité de vie des populations les plus vulnérables. C'est à la faveur de la 357e réunion du conseil d'administration de l'institution financière le 14 octobre 2024 à Arabie Saoudite. Ces fonds sont spécifiquement orientés vers le soutien à des activités génératrices de revenus et l'augmentation de la production agricole, des taxes cruciaux pour le développement économique du pays. Au Togo, la Banque islamique de développement est déjà un partenaire sur les diverses initiatives allant de la production côtière au soutien à l'électrification rurale. Du reste, l'an dernier, la Banque islamique de développement avait signé un accord avec l'International Islamic Trade Finance Corporation, filiale de la Banque islamique de développement, ouvrant la voie à des financements de 250 millions de dollars au profit des trois secteurs, l'énergie, l'agriculture et le développement du secteur privé. Cette approbation fait partie d'un programme plus vaste au cours duquel la Banque islamique de développement a alloué plus de 3 milliards de dollars à 20 projets de développement socio-économique dans 17 pays membres. Au total, 9 pays africains ont ainsi bénéficié des décaissements, notamment le Mozambique, avec 19,80 millions de dollars pour améliorer son système de santé et augmenter l'accès aux services essentiels. Le Maroc, près de 480 millions de dollars pour un projet de centrale hydroélectrique et la Côte d'Ivoire, 281 millions de dollars pour la construction d'une autoroute visant à améliorer l'intégration régionale et la production agricole, ainsi que le Cameroun, 176,3 millions de dollars pour améliorer ses systèmes de transport. Place à présent à la revue de presse, sélection et commentaires de Dan Moumat. La question du carburant fait la une de nombreux journaux parus ce vendredi à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Géopolis ouvre le bal avec un titre fort. Prétendue rareté du carburant, Daniel Mukoko Samba et les pétroliers rassurent, il n'y a ni pénurie ni problème de distribution. Cette crise apparente, marquée par de longues files d'attente dans les stations-service, survient quelques jours seulement après que le gouvernement central, par l'intermédiaire du vice-premier ministre Mukoko Samba, a décidé de baisser le prix des produits pétroliers dans la zone ouest. Conscient des inquiétudes des pétroliers concernant le manque à gagner dû à cette réduction des prix, Forum des As renchérit en indiquant que le gouvernement a mobilisé les ressources nécessaires pour compenser ces pertes, écartant ainsi le spectre d'une pénurie de carburant. Dans la continuité de ces développements, EcoNews souligne l'importance d'une collaboration étroite entre le gouvernement et les professionnels du secteur pour garantir la stabilité du marché des produits pétroliers. Lors de l'entretien, il a été convenu qu'une certification du manque à gagner pour le pétrolier serait réalisée dans le meilleur délai. En entendant cette certification, le gouvernement a fait preuve de bonne foi en entamant la procédure de paiement des arriérés, comme l'a reconnu le président du GP-DPP, Jean Bossard. Certains banquiers nous ont contactés pour nous donner la bonne nouvelle liée au paiement du manque à gagner destiné aux sociétés pétrolières, a-t-il déclaré. Par ailleurs, les nouveaux observateurs abordent un sujet différent mais tout aussi important. La reconduction pour la énième fois de l'état d'urgence dans les provinces martyres de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu. Cette décision a été prise sans débat en l'absence des députés des trois provinces concernées qui, écrit le journal, n'ont pas voulu cautionner cette situation et être complices des souffrances de leurs électeurs. Ces représentants du peuple ont mal digéré le rejet par leurs collègues d'autres provinces de leur proposition d'engager un débat de fond pour évaluer les résultats de cette mesure exceptionnelle
en place depuis plus de 3 ans. En parallèle, Africa News rapporte que le conducteur des taxis moto, communément appelé Wewa, était à l'école du respect du code de la route. Du mercredi 16 au jeudi 17 octobre, le ministre provincial de Transport a initié une session de formation et de recyclage pour le motocycliste de Kinshasa. Durant ces 2 jours, le Wewa ont été sensibilisés aux taxes réglementaires du secteur, aux causes des accidents de circulation et au respect du code de la route. Cette session visait à promouvoir une conduite responsable pour le bien-être de tous. La tempête des tropiques s'est quant à elle penchée sur la météo. Elle signale que des pluies abondantes sont attendues dans 12 provinces de la République démocratique du Congo entre octobre et décembre 2024. L'Agence nationale des météorologies et des télédétections par satellite Metelsat a annoncé cette prévision dans un rapport sur les conditions climatiques saisonnières. Les villes concernées par ces précipitations excédentaires incluent entre autres Kinshasa, Mbandaka, Gemena, Bunia, Goma, Kalemi et Kisangani. Pour conclure, la prospérité s'est également penchée sur un sujet crucial, le paludisme. Dans ces colonnes, la consoeur rapporte qu'un atelier organisé au fleuve Congo de Kinshasa a vu le PNLP, en collaboration avec l'ONG Impact Santé Afrique ISA, présenter et vulgariser la stratégie nationale de mobilisation des ressources domestiques 2024-2028 contre les paludismes en RDC. Cet événement a réuni des députés nationaux, des représentants des ministères de la Santé et du Budget, ainsi que l'OMS. L'objectif de cette démarche est de présenter le gap financier du plan stratégique national de lutte contre les paludismes à l'horizon 2024-2028, tout en fixant les prochaines étapes pour la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources afin de mener un plaidoyer budgétaire efficace. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, bon début de week-end chez vous. C'est ainsi que nous mettons un terme à ce journal. Place au rappel des titres. Il n'y a pas encore d'accord entre la RDC et le Rwanda, c'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères lors d'un point de presse qu'elle a animé aux côtés de son homologue libérienne. Vous l'avez suivi dans cette édition. Et puis, l'international congolais Chancel Mbemba a repris l'entraînement après sa suspension avec son club de Marseille, mais il ne jouera aucun match selon la déclaration de son entraîneur Roberto De Zerbi. À l'international, grâce à l'augmentation du prix de l'or en 2024, le Burkina Faso est bien placé pour en profiter car ses exportations s'élèvent à 77%. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir choisi Géopolis Télévision pour vous informer. Je vous dis au revoir et bon week-end.